Salut tout le monde et bienvenue à Angle mort du 29 juin. 6 sujets aujourd'hui, formule pour laquelle j'ai eu très peu de feedback, à part Guillaume qui m'a écrit. Mais vous m'avez pas dit si vous aimiez cette formule-là, mais moi je l'aime beaucoup. Ça fait que, écoute, je peux revenir à un seul sujet ou telle affaire, blablabla. Moi j'écoute vos feedbacks au bout. Je marche au bout avec ça. Ça fait que quand il y a de quoi que vous aimez, d'accord, pas d'accord, tout ça, c'est un gros plus pour moi. 6 sujets aujourd'hui. Un premier qui vient de LinkedIn. Alors, il y a une fille qui est, je dirais, c'est une genre de philosophe du monde du travail, qui s'appelle Julia de Funès. Julia de Funès, comme son nom l'indique, vous vous en doutez, c'est la petite fille de Louis de Funès, le fameux acteur comique français là, des années 70. Puis elle, grosso modo, elle reprend des trucs que je parle souvent avec mon chum RTD concernant le télétravail, qu'est-ce que ça a démontré. Et le titre de l'article, c'est « Le bonheur en entreprise est une absurdité ». Puis après tant que 60% des réunions, c'est des réunions inutiles, mais pour lesquelles on avait pris l'habitude, parce que tout à coup, on se dit que, puis blablabla. Moi, je me souviens des réunions en Juste pour rire. C'était extraordinaire, c'était fantastique. Je pensais même pas que ça se pouvait. Là. D'abord, tout le monde arrivait entre 15 et 30 minutes en retard. Fait que t'imagines-tu comment il faut être au-dessus de ses affaires? Des fois, on était 8 autour de la table. Là. Tous ces gens-là en retard, ça veut dire qu'il y en a... C'est toute la productivité, tu sais, que tu te dis, lui, il gagne tant, puis là, pendant une demi-heure de temps, il fait rien parce qu'on fait juste attendre. Puis là, il n'y avait pas d'ordre du jour à part un sujet. « Hey, ce sera le fun », puis là, tout à coup, l'autre. C'était tellement n'importe quoi. Puis je sais que ça a beaucoup, beaucoup changé. Mais c'était dans le temps où moi, je suis arrivé, là, tu sais, écoute, moi, je suis arrivé dans les années, milieu des années 90, tu sais. Puis c'est très intéressant parce que, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, c'est pas avec des formations débilisantes où les gens s'amusent, font du Lego ou du Kaplan ensemble pour voir s'ils ont l'esprit créatif que l'entreprise de demain sera le lieu de l'innovation et de la performance. C'est tellement vrai. Et là, elle dit, l'essentiel pour moi réside dans le sens, l'autonomie et la reconnaissance des collaborateurs. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne veut pas trop s'attaquer à ces sujets-là parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ah, tiens donc. Donc, on remplace par des baby-foot, des formations ludiques et des Chief Happiness Officer. Grosso modo, ce que ça veut dire, et ça avec quoi je suis ultra d'accord, c'est que tout à coup, suite à une certaine pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs départements puis dans plusieurs industries, incluant celle de l'informatique, où est-ce que si tu sors de l'ETS, t'as une job, c'est pas compliqué, t'as une job bien payée. Et puis, ça veut pas dire que c'est une job où tu vas te rendre à 250 000 $ puis tu vas être le boss, mais c'est clair que t'as une job, tu sais. Puis là, ben, il y a eu cette tendance-là à dire « Ah, le bien-être, etc. » Puis là, vous parlez à un gars qui donne des conférences puis qui écrit sur la communication. Mais c'est très différent, il ne faut pas mêler les deux. Moi, je suis pas en train de dire communiquez comme du monde, puis faites des jokes, vous allez trouver que c'est super, puis c'est pas ça, là. C'est des employés performants, ils veulent pouvoir être dans un environnement de travail où est-ce qu'ils torchent, ils clenchent, puis quand ils ferment leur ordi ou quand ils s'en vont, la job est faite, la paye est rentrée, puis s'il y a un bonus, ils l'ont eu. Ça fait que ça n'a rien à voir avec des environnements de travail avec des coussins. Là. Ça, c'est un front. Puis comme elle dit si bien, c'est que ça, c'est le bout facile à faire. Le bout compliqué, c'est d'avoir une réelle écoute des gens avec qui tu travailles, faire en sorte que ces gens-là, ils savent qu'ils font une job qui a rapport, qui est appréciée. On s'en sort pas. C'est des règles de base. Même en amitié, c'est de même. Quand vous avez un ami qui, finalement, il est tout le temps en train de parler, vous écoute jamais, à un moment donné, c'est plus votre ami. C'est que c'est la même affaire. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'à quelque part, il faut comprendre les rouages. Qu'est-ce qui fait qu'on s'approche de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on se distancie? Puis c'est pas la couleur des coussins dans le salon. Ça fait que ça, je trouve ça hyper intéressant. Vous pouvez aller voir, c'est un article, là, si vous faites Julia de Funès, « Le bonheur en entreprise est une absurdité ». C'est vraiment, vraiment, vraiment solide et je suis entièrement d'accord avec ça. Simon Jaudoin, encore sur LinkedIn, parce que le matin, je fais le tour des plateformes des médias sociaux puis de plusieurs journaux. Et là, il touche quelque chose que je trouve super intéressant. Simon, c'est un CPA, c'est un gars que j'ai connu à travers mon entrevue Discussion avec un expert, qui d'ailleurs, cette semaine sera avec Geneviève Deshôtels. On va parler de comment optimiser le télétravail, justement. Comment on optimise une réunion Zoom, littéralement. Pas genre on se lave les mains puis des trucs gnagnants, là. C'est quoi qu'on fait pour être vraiment meilleur quand on est à distance avec les gens avec qui on travaille. Et puis, donc, Simon Jaudoin est intervenu avec David Quentin, qui était mon invité de la semaine passée. Et là, il parle que il donne une quote. Il dit, Simon, on va couper dans les assurances collectives les comptes de dépenses, on va licencier 2 personnes.
Puis là, il raconte que, de son point de vue à lui, si on sauve 50 000 piastres de salaire, ben c'est pas 50 000 par mois qu'on sauve. C'est 50 000 pour un an divisé par 12. Ça fait que, dépendamment de la grosseur de l'entreprise, c'est pas tout le temps si hot. Et là, il dit un truc que je trouve qui me parle à mort. Là, il parle à l'entrepreneur, au boss, là, au propriétaire. Il dit, tu as droit à des bonnies quand ça va bien. Tu as aussi la responsabilité de te serrer la ceinture quand ça va moins bien. Puis ça, c'est tellement vrai. Parce que dans toutes les histoires de pénurie de main-d'œuvre puis de salaire minimum, il y a une affaire que personne ne parle jamais. C'est toujours genre, si on monte le salaire minimum de 10 et 30 à 15 piastres, moi, fois ci, fois ça, moi, j'arrive plus. Mais le fameux « j'arrive plus », là, souvent, c'est que ça tient pas compte du profit à la fin de l'année. Moi, je connais du monde qui, à quelque part, en force de creuser puis de parler de la façon qu'ils gèrent, ils prennent des choses dans la prémisse qui, dans le fond, ne sont pas coulées dans le ciment, incluant combien il t'en reste comme boss à la fin de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que si moi, il faut tout le temps que je fasse 10 ou 15 % de profit sur tous mes revenus et mes dépenses, si une fois que j'ai payé mon salaire, il faut toujours qu'il reste 15 % de profit, puis que ça, c'est non négociable. Puis qu'après ça, je dis, hey, si on monte les salaires à 15 piastres, j'arriverai pas. J'arriverai pas pourquoi? T'arriveras pas parce qu'il va falloir que tu gruges dans ton profit. Parce que Simon Jaudoin dit, c'est bon à tabarouette. Parce qu'il dit, quand il y a des bonnies, c'est drôle, hein? Tout le monde est payé, t'as donné tout, là, tout le monde, tout va bien, puis là, il en reste encore. Puis là, tu dis, ben c'est le fun, je me verse un 5, un 10, un 50 000 piastres cette année, là. Puis quand ça va mal, ben là, tu dis, je vais couper ici, je vais couper là. Parce que probablement que tu veux pas que ton profit à la fin de l'année, lui, il change. Malgré que les affaires sont plus tough, qu'il y a plus de frais ou qu'il y a moins de ventes. Ça fait que quand vous entendez parler là, de gens qui font « Ah, là, on fait des coupures, on fait des coupures », vous faites des coupures souvent parce que vous voulez pas couper à la fin de l'année dans ce qui va rester. Quelle phrase, je la répète, c'est simple et c'est brillant. Tu as le droit à des bonnies quand ça va bien, tu as aussi la responsabilité de te serrer la ceinture quand ça va moins bien. Ton entreprise, tu l'aimes comment? Assez pour te priver un certain temps. C'est la question que Simon Jaudoin pose, puis moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Là, il y a une autre affaire. Autre sujet, ça vient de la revue Slate, j'en ai déjà parlé, slate.fr, qui est une revue qui est plutôt à gauche, plutôt progressiste, etc. À vrai dire, des fois, énormément. Et là, il parle encore, c'est un podcast avec lequel l'auteur du tweet, qui s'appelle Julien Suado, parle du privilège blanc, blablabla, puis là, être raciste, avoir le racisme, blablabla. Puis là, je me rends compte qu'il y a quelque chose de complètement inconséquent dans cette histoire-là. Puis c'est pas d'être antiraciste, bien entendu, mais dans le discours antiraciste, il y a vraiment quelque chose par rapport aux accusations de la colonisation puis des Blancs, qui est de dire, vous avez été, vous les Blancs, en date d'aujourd'hui, 2020, vous, votre gang, vous avez été des Européens qui ont colonisé puis qui ont scrappé l'Amérique latine, l'Afrique, l'esclavagisme, etc. Comme si c'était un monopole uniquement blanc, c'est faux, mais peu importe. Puis là, très légitimement, moi puis un paquet de monde, on fait, je dis pas que t'as tort, t'as une analyse historique tout à fait valable, mais pourquoi moi, il faut que je sois responsable de ça? C'est un peu bizarre. Moi, je suis pas responsable de ce que mon père a fait dans la vie, je suis même pas responsable de mon voisin, je suis même pas responsable 100% de ma femme, puis encore, mes enfants de peine et de misère. Ça fait que si responsabilité il y a, c'est vers en avant, c'est pas vers en arrière. Tu sais, mon père et ma mère sont un peu pas mal responsables de qui je suis devenu. Mais peux-tu être responsable de ce qu'eux autres sont? Ben non. Fait que cette logique-là, elle marche pas trop. Mais admettons qu'on fait « Ouais, mais dans le discours, c'est le même, puis si on va arriver, puis t'as l'affaire. » Puis là, tu vois des gens, des Blancs avec un genou à terre pour être... Puis on sait plus trop qu'est-ce que veut dire quoi ou peu importe. Mais moi, je fais juste renvoyer la balle en disant comment les gens, les antiracistes immigrés, donc les Noirs, les Arabes, peu importe lesquels, comment ils prendraient la réaction suivante? Ouais, mais toi, t'es immigré, t'es pas chez vous. Moi, ici, je suis chez nous. Comment je suis pas chez nous? Je suis né à Longueuil, Boucardiouf, mettons, de descendance africaine, né au Québec. Ben là, si je prends la même logique, je ferais, ben oui, mais tes parents viennent pas d'ici. Tes grands-parents viennent pas d'ici. Ton arrière-arrière-grand-père, c'était un Syrien. T'es disqualifié. Faut remonter en arrière. Ça marche pas. C'est comme cette espèce d'élastique-là, qu'on ne sait plus quelle date on est passé à une autre époque. Ça fait que de régler un problème d'inégalité, je lève la main, je veux être là, je veux participer.
Mais d'argumenter que ça, c'est un problème pour lequel il faut s'excuser puis partir en arrière, c'est parce que voyez-vous la logique perverse? Après ça, ça laisse... Moi, je suis bien prêt à dire, ah ben OK, bon, sauf qu'à partir de maintenant, tout ce qui n'est pas un Québécois de souche de 5 générations, blanc, francophone, catholique, vous êtes tous des invités ici. Vous êtes des invités, pas plus. Ça marche pas. Ça marche pas avec l'idée que moi-même, je me fais du Québec, du Canada. C'est comme Michel Onfray en parle souvent avec sa nouvelle revue Front populaire. Ce qu'on veut, il dit, lui, moi, vous ne savez pas à quel point je m'en sac des orientations sexuelles, des croyances religieuses. Je veux juste savoir, veux-tu construire une France avec moi? Est-ce que tu trouves que la France, dans ses racines, a de l'allure? Veux-tu corriger ses défauts avec moi? Veux-tu l'améliorer avec moi? Comprends-tu? Veux-tu tirer à la même place? Alors, d'aujourd'hui à demain, c'est que tu écoutes l'histoire, ça définit qui t'es, ça contribue à l'espèce de recette magique. Mais cette affaire-là de dire on recule complètement en arrière, si on fait ça pour tout le monde, on s'empêche d'avancer épouvantable. Alors, je trouve que dans cette logique-là, il y a de quoi qui cloche. Là, selon moi, là, ce serait mon angle mort de ce matin, je vous dirais. Là. Ce qu'on parle rarement, mais qui pourtant... Alors là, il y a quelque chose qui est arrivé en France hier, c'était ce qu'on appelle les municipales. Donc, c'est des élections qui ont lieu, je ne sais pas si c'est aux 4 ou aux 5 ans, c'est pas clair, mais pour élire les maires partout en même temps, comme ici, on a en partie. Ici, c'est pas tous les maires des villes qui sont élus. Bon. Et il y a différentes affaires là-dedans qui m'interpellent au bout, mais entre autres, il y a une poussée des Verts dans des grosses villes, à Lyon, à Strasbourg. C'est vraiment les Verts qui ont gagné là, plus que jamais, là, ce qui fait que ça joue du coude avec les socialistes, puis avec les gauchistes, puis blablabla. Puis en parallèle de ça, il y a eu une convention citoyenne pour le climat, des propositions qui ont été faites. Puis là, il y a des affaires là-dedans qui me parlent au bout. Macron, il parle de changer l'article 1 de la Constitution française avec un référendum où est-ce que là, la priorité à l'écologie entrerait dans la Constitution. Et ça, moi, je pense que c'est le début de la fin du débat qui ne devrait pas avoir lieu entre ceux qui croient au changement climatique et ceux qui n'y croient pas. C'est qu'on devrait dire, OK, parfait, on est encore en démocratie, vous avez le droit de penser des affaires, vous avez le droit, on peut se traiter d'absurde l'un l'autre, mais sérieusement, si tous les pays du monde faisaient un réel référendum avec une question hyper claire qui fera en sorte que tu rentres dans la constitution du pays une priorité à l'écologie, ne serait-ce que de principe, parce que dans une constitution, tu ne peux pas commencer à dire « puis là, il va y avoir tant de CO2 au mètre carré, puis tu sais, ça ne marche pas de même ». Je crois réellement que là, il y aurait peut-être une première chance, que je ne crois plus du tout, d'inverser le cycle, puis que tout à coup, les tendances à « on recycle, on fait attention », puis la taxe carbone, etc., bonne ou mauvaise, là, il y aurait un esprit qui serait voté. Puis habituellement, les gens à droite, parce que les gens qui sont pas sensibles au dérèglement climatique sont à droite, je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce que quand tu es à droite, tu deviens à droite parce que tu te dis que c'est ta responsabilité personnelle qui définit ta vie, c'est pas le collectif. Puis quand tu regardes les problèmes de climat, tu sais très bien qu'à titre individuel, tu peux rien changer. Fait que tu préfères nier le problème. On voit ça beaucoup dans les complots aussi. Fait que, parce que c'est bizarre, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne à gauche qui se présente comme étant c'est des fake news, le climat. C'est bizarre, hein? Juste du monde à droite. Bon. Fait que là, ces gens-là sont aussi souvent très entichés de démocratie, etc. Puis c'est du monde qui sont plus portés qu'à la gauche, à la liberté d'expression plus large. Fait que c'est comme chacun ses bons et mauvais côtés. Ça, c'est un côté, je trouve, intéressant. L'intolérance vient beaucoup plus à gauche qu'à droite. Onfray le dit encore récemment. Puis Guy Nantel, dans le temps, je me souviens du conflit étudiant, il disait 100% des discours agressifs que je reçois sur Twitter, 100% sont tous à gauche. Fait que la droite a cette tendance-là, de par sa mentalité, d'être un peu moins offusquée. La gauche est plus émotive. On peut résumer ça vulgairement de même. Ça fait qu'à ce moment-là, les gens à droite, pas très entichés à agir sur le climat, respecteraient encore plus que les gens à gauche le résultat d'un référendum qui dirait « Nous autres, maintenant, on a une règle au-dessus de toutes les autres, au-dessus de nos gouvernements qui se succèdent, etc., qui met l'environnement au premier plan. » C'est que Macron a décidé que, lui, c'était une des propositions qu'il achetait. Il trouvait ça très fort. Puis moi, je trouve que why not? Vraiment, why not? Je vais vous donner quelques chiffres aussi par rapport au télétravail. C'est quasiment un spécial télétravail aujourd'hui. C'est dans le Journal de Montréal. Je trouve ça super bon.
les bienfaits du télétravail. Alors, 80% des Canadiens croient que le télétravail améliore l'équilibre vie-travail. 80, c'est des gros chiffres, là. 90 croient que leur production à la maison est au moins équivalente à leur productivité au bureau. 55% des employés affirment gagner en productivité quand ils travaillent de chez eux. Zéro surpris. Ça, c'est peut-être le chiffre le plus bas. Moi, je crois que ça peut être plus que ça. 96% des entreprises ayant une politique de télétravail sont d'avis que celui-ci ne nuit pas à la productivité. Puis 65% des entreprises constatent une hausse de productivité chez les télétravailleurs. Moi, je trouve ça fascinant. J'ai toujours vécu de même, vous le savez. J'ai tout le temps été à mon compte. J'ai jamais eu un bureau. Dans le temps de mon classeur, on a eu un bureau pendant 1 an, je pense. Je me souviens même plus pourquoi. En tout cas, bref, ça servait à rien. On avait un petit bureau dans le Myland, là, tu sais. C'est correct. Là, on partageait ça avec une gang qui s'appelle Fibre Noire, qui ont d'ailleurs vendu ça à Vidéotron, full millionnaire. Ça fait que c'est pas parce que c'est dans le même bureau que tu as le même futur de ton projet. Hein? D'autres, on l'a fermé. Mais il reste que c'est comme... Moi, je pense que les gens, probablement les plus efficaces, ont pas besoin de se pointer au bureau, dépendamment, bien entendu, ils œuvrent dans quel domaine ou c'est quoi la job ou autre, là. Mais c'est pas une équation. Alors là, je ne commencerai pas à me prêter à l'exercice de dire lui, toi, là, je les fais pas, ces métiers-là. Mais posez-vous la question, si vous êtes en télétravail et que vous trouvez que c'est moins bon, pour quelle raison précisément? Est-ce que c'est juste parce que vous vous sentez pas rassuré dans ce que vous faites, puis qu'habituellement, vous étiez capable d'entrer dans le bureau de l'un pour de l'autre, puis d'avoir... Tu sais, parce que le télétravail, ce que ça a changé aussi, je trouve, c'est le sentiment d'urgence puis l'instantanéité. C'est que c'est très facile, quand tu es dans le même pied carré, de rentrer à tout bout de champ, aller voir un, aller voir l'autre, poser ta question, faire ci, patente. Puis quand tout à coup, c'est pas le cas, quand tu es en télétravail, ben là, tu dis, ben ça, on va en parler, on a un meeting. On a un meeting là, dans 4 jours. Fait que pogne ton ordre du jour, puis fais ça comme... Mets ça dans l'ordre, etc. Je pense que les gens très, très compétents, souvent, avaient même pas trop de people skills. Puis ça fait en sorte que, tout à coup, ils sortent gagnants de ça. Mais ils sortent gagnants au profit de la productivité, c'est-à-dire de la job qui doit être faite pour dire qu'on va de l'avant. Ça fait que c'est assez intéressant parce que ce qu'on appelle les soft skills, là, genre être capable de socialiser, etc., ça devient, je crois, honnêtement, beaucoup moins important, là, comme je vous parlais en début d'épisode, au profit de quelqu'un qui livre vraiment une job puis qui concrètement lance un truc, le fait aboutir, etc. Je crois pas que la productivité en bout de ligne va souffrir de ça. Je crois vraiment, vraiment pas. Et en terminant, dans toujours le Journal de Montréal, j'ai rien trouvé dans la presse aujourd'hui ou dans le Devoir, là, je disais, puis dans le New York Times, c'est que ça ramène le fait que tous les gouverneurs conservateurs républicains au Texas et en Floride qui avaient hâte de réouvrir en se disant « mais, les COVID » puis toutes leurs niaiseries, là, c'est tellement fâchant. Ben là, ils sont tous dans le bordel. Là, c'est reparti. Ah ouais, ça te tente pas de croire à ça? Parfait. Très heureux pour eux autres en passant. Journal, donc c'est ça, juste pour vous dire que vous êtes au courant de ce bout-là, là, je suppose. Fini l'effet COVID-19 sur l'écoute télé. Alors ça, je veux parler de ça. Il y a des codes d'écoute qui sont sortis pour la télé qui montrent que, effectivement, no wonder, jusqu'à 20% d'augmentation pour les émissions 2-17 ans. Donc évidemment, plein d'enfants étaient devant la TV parce que leurs parents travaillaient les deux de la maison. Puis là, ben déjà, cette vague-là est revenue, va continuer à reprendre sa place originale au mois d'août. Moi, je veux juste dire une chose, c'est que j'aurais vu personne pendant cette période-là, à ma connaissance, je peux me tromper, j'aurais vu personne pendant cette période-là correspondre à l'adage suivant que mon ami Goulet, Jean-François Goulet m'avait dit dans le temps, il y a 20 ans de ça, qui m'avait marqué, une phrase qui m'a marqué. Il avait dit, les gens, habituellement, quand il pleut, c'est là qu'ils s'achètent un parapluie. Or, la réalité, c'est quand il fait beau, cours t'acheter un parapluie. Puis depuis 3 mois que c'était palpable au niveau de l'écoute Internet ou autre, que tous les médias, sans exception, avaient une énorme recrudescence de leur... que ce soit le lectorat, que ce soit en radio, de la TV. Et personne, parce que ces réflexions-là n'ont pas lieu en amont, ça fait qu'ils n'auront pas lieu en aval, mais personne n'a pensé bonifier son contenu pour pouvoir dire, voici des nouveaux auditeurs et on va faire en sorte qu'on soit au top. Tout le monde est resté, grosso modo, avec ses équipes régulières. Puis les équipes régulières, en conséquence, pensez-vous vraiment qu'il y a des gens qui les ont découverts, qui auraient pu les découvrir avant, puis qui vont dire « Hey, finalement, c'est fantastique, je reste. »
S'il n'était pas là, il y a une raison. Ça fait que tant que tu ne fais pas un changement pour attirer du nouveau monde en ondes, ou au niveau de ton journal ou autre, il ne faut pas espérer que la nature, tout à coup, puis qu'un événement cataclysmique t'amène du monde, que ces gens-là restent comme par hasard. Ben non. Ben non. L'attrait de ce que tu proposes n'a pas changé. Ça fait qu'aussitôt que les gens ont plus la raison de s'être ajoutés à la liste, puis à la file d'attente des gens qui écoutaient, ils s'en vont, là. Tous les codes d'écoute. Au 98.5, ils ont eu des énormes codes d'écoute. Le Paul Arcand, c'est un sondage comme il n'y a pas eu depuis 12 ans. Mais il n'y a rien qui a changé. C'était la même programmation. Ça fait que la réalité, c'est que ça va redropper, ça va retomber à peu près où c'était, à moins qu'il y ait des changements pour essayer d'accrocher ces gens-là en se disant qu'est-ce qu'on faisait. Mais ça, ces réflexions-là, tu ne peux pas les inventer d'une journée à l'autre pendant 3 mois, tu comprends? Il faut que tu ailles ce désir-là de dire qu'est-ce qui fait que... Parce que moi, ce que je constate, là, récemment, il y a eu toutes sortes d'affaires en radio. Hein? Il y a eu... là, la programmation d'été est commencée. À Belle, il y a eu Richard Turcotte. J'en ai pas parlé, là, mais Richard Turcotte, qui était avant au Retour d'énergie, qui a pris le week-end pendant même pas un an, qui est allé... Maintenant, elle va animer le Morning à Rouge. Il y a une espèce de jeu de chaise musicale hallucinante. Hallucinante. Pierre Pagé le midi. Benoît Gagnon le midi. C'est comme... Ils ont pris exactement la même gang qui est déjà en ondes. Puis je la comprends pas, cette logique-là. Pas que les gens que je vous ai parlé n'ont pas leur place là, bien au contraire. Mais de déplacer Richard Turcotte pour le ramener après ça, juste pour dire que tu es à l'autre antenne et tout. Le but n'est-il pas d'aller chercher des nouveaux clients? Comment on va chercher des nouveaux clients si on prend le même monde? On prend les mêmes animateurs, on les change de place. Puis là, je parle incluant les prendre d'une station puis les déménager à l'autre. Comment on peut prétendre aller chercher du nouveau monde si, à quelque part, on prend le même monde? L'attrait de... Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Si je prends une boîte de Tide, là, puis il s'en vend X du Tide dans mon quartier, puis là, je fais « Hey, savez-vous quoi? On va changer d'allée. » Puis non, on va changer de magasin. Il n'est plus sur le bord de la rue, là, Clark, Saint-Laurent. On va aller Saint-Urbain, Sainte-Catherine. Je veux dire, à moins qu'il y ait un achalandage naturel, qui est là, il n'y a personne qui va se déplacer pour aller chercher la même boîte. Ça marche pas. Quand tu dis « je veux de la croissance », tu veux des nouveaux clients. Tu veux pas déplacer des clients. Tu veux des nouveaux clients. Du monde qui soit écoutait pas ton antenne ou, encore mieux, du monde qui écoutait littéralement pas la radio. Le plus beau compliment que tu peux te faire quand tu es en train de lancer un projet, c'est quelqu'un qui dit « j'écoutais pas toi, j'écoutais pas ton programme, j'écoutais même pas ta station. » Là, tu fais « OK, là, il s'est passé de quoi? » Puis l'ultime objectif, c'est « j'écoutais même pas ton médium. » J'écoutais pas ton médium. Moi, j'étais pas... Comme les podcasts sont en train de faire. Les podcasts, qu'est-ce qui arrive? Par définition, on amène du monde qui n'écoutait pas. Ça, c'est nouveau. Fait que quand on parle, puis qu'on lance un podcast, on va inévitablement chercher des gens qui, soit ont commencé un petit peu à l'écouter ailleurs, ou tout à coup découvrent que, hey, si tu vas sur Internet avec ton téléphone, tu t'abonnes, tout ça, puis là, un dit ça, l'autre raconte ça, l'autre est plus sérieux, l'autre est en humour. Il y a un peu... Comprenez-vous? Ça fait que il y a un genre de chaise musicale qui fait que il n'y a pas les antennes pour déceler quand telle personne s'en va là, il amène du nouveau monde. Tu veux amener du nouveau monde, tu veux pas juste déplacer des clientèles. Ça fait que là, ben moi, je pense qu'il y a plein de monde qui sont arrivés parce que, wow, tout à coup, on est obligé de prendre, en tout cas, il y a un intérêt supplémentaire à écouter plus de médias, lire plus de journaux. Mais je vois pas en quoi ces chiffres-là vont pas revenir exactement où ils étaient s'il n'y a pas des corrections qui sont faites pour que ceux qui n'y étaient pas restent. Tu peux pas juste espérer « Ah, ben ils sont venus dans mon magasin. » Puis c'est tout. C'est le même magasin. Puis voilà, on a amené des nouveaux clients. Ces clients-là nous ont découvert, puis c'est assez. Non, je crois pas. Je pense que c'est une bénédiction pour les médias, même s'ils n'ont pas vendu de pub, d'avoir, puis là, c'est plate, là, de dire que je souhaite pas que ce virus-là revienne, ni rien, là. Mais ça a amené quand même beaucoup, beaucoup de monde. Mais si ce monde-là, on leur demande d'évaluer la même boîte de Tide, ben ils vont dire « Ouais, c'est ça, je l'achetais pas avant, puis là, je l'ai écouté, mais c'est pas parce que, j'ai trouvé que quelque chose m'a interpellé. Je l'ai écouté parce que... Ça fait qu'en tout cas, ça va être intéressant. Moi, je crois pas que ça sera pas 100% de retour parce qu'il y a inévitablement des gens qui ont découvert d'autres mondes puis qui ont fait... ça me plaît. Ça fait que ça, il y a un bout de ça. Mais tous ceux qui ont rien changé, je pense qu'ils vont être surpris de faire tabarouette.
On est retourné à peu près, ou on est en voie de retourner, ce que l'article dit aujourd'hui, hein? On est en voie de retourner où ce qu'on était. Puis moi, j'ai tendance à dire, c'est pas tant de surprise. Parce que ton offre n'a pas changé. Ça fait qu'elle va, elle va reconnecter avec ceux qui aimaient ça. Puis ceux qui n'aimaient pas ça, ils vont pas tout à coup se lever en disant « Hey, tout à coup, ça, j'aime ça. » Puis avant, ça ne m'interpellait pas. Ça fait que, comprenez-vous, il y a un bout de gens qui vont découvrir de quoi qu'ils ne connaissaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout à l'écoute. C'est que ça, il y a certainement des gens là-dedans qui vont rester. Mais il y a un autre bout qui est, si ça ne t'interpelle pas, il y a de bonnes chances que quand tout à coup, il n'y a plus un espèce de fait saillant comme un virus que tu veux des infos, c'est très possible que tu fasses, ça continue de ne pas m'interpeller. Ça fait que ça, matière à réflexion. OK, tout le monde, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? C'est tout, ça me fait plaisir. C'est une journée très, très moche. Costco, pour moi. Et sinon, on se reparle cette semaine. Je vais à Québec, d'ailleurs, mardi, mercredi. Puis j'enregistre, bien entendu, mes 2 autres podcasts aussi. Voilà. Donc, à très bientôt. Ciao, bye.